Que dire de l'état des choses? Dans un texte intitulé Paysage, Rainer Maria Rilke parle de cet état des choses qui nous entoure à cause du milieu dans lequel on vit, à cause de la nature elle-même, cet état des choses qui précède en fait notre vision possible. C'est-à-dire que cet état des choses est imposé à notre regard. Il est déjà là, il est toujours déjà là. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est habitué à des manières de voir ce qui nous entoure, de telle sorte que parfois on ne voit plus rien, que parfois on arrive à un degré absolu d'aveuglement, comme si les choses étaient tellement identiques à elles-mêmes que le mouvement lui-même, le changement, ne s'avérait jamais possible. Et c'est cet état des choses aussi qui, en fait, induit une sorte, au-delà de l'habitude du regard, induit une sorte d'image d'éternité, quelque sorte du temps et de tout ce qu'on voit. Bon. Et cette éternité, elle suppose au fond que le changement des choses adviendra de façon possible, mais d'une manière inventée, d'une manière imaginée. Peut-être est-ce l'excès de familiarité avec ce qu'on voit qui en fait nous aveugle. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dans une perspective d'attente, d'étrangeté, de quelque chose qui en fait ne serait pas comme toujours. Mais c'est vrai aussi que l'immersion dans la nature, l'immersion dans le milieu dans lequel on vit est telle que cette attente en fait ne se produit pas ou est condamnée en quelque sorte à presque à mort en fait. Alors le découpage du territoire, parce qu'il y a un découpage du territoire, on voit des limites, par exemple quand on est à la campagne, on voit des clôtures, on voit des bosquets, on voit des choses qui en fait sont des limites pour notre regard, et ces limites servent aussi de repères. Et ces repères, quelque part, ils sont quand même en même temps évanescents, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en repère par rapport à quelque chose d'autre, comme si les limites étaient elles-mêmes, portaient en elles-mêmes quelque chose d'illimité en quelque sorte. C'est-à-dire que ces repères seraient toujours aux confins d'autre chose. Aux confins, ça veut dire que ça serait des mesures, des intervalles qui s'évanouiraient, mais qui seraient quand même présents. Donc notre regard est toujours porté sur quelque chose, des choses qui en fait sont en apparence hyper définies et en même temps quelque part indéfinissables. C'est-à-dire que la visibilité absolue de ce qu'on voit dans le découpage par exemple d'un espace, cette visibilité encore une fois qui dépend des limites qu'on aperçoit, cette visibilité-là, elle, quelque part, elle conduit aussi à une autre forme d'aveuglement, donc à une forme d'invisibilité. Et cette invisibilité, moi je l'appellerais justement les confins du monde. Partout où on se trouve, dans des limites quand même qui fait qu'on est dans un espace déterminé,
il y a toujours cette mise en perspective des confins du monde. Alors, les confins du monde, c'est justement peut-être toute cette façon dont l'espace, en quelque sorte, se dissout à l'intérieur même de l'apparence de sa clôture. Dans la période que nous avons vécue, là, par exemple, du confinement, ce que je viens de dire est une expérience finalement que tout le monde d'une certaine façon, enfin chacun, a d'une certaine façon vécu. C'est-à-dire que à partir du moment où l'intérieur et l'extérieur, le dehors et le dedans sont confondus de fait, par obligation, puisque le confinement est une obligation, cette absence de distinction, c'est-à-dire de faire rentrer le dehors dedans, d'intérioriser finalement ce qui est à l'extérieur et ce qu'on voit, et puis aussi voir du dedans un extérieur qui, en quelque sorte, on n'est plus en contact avec lui, on est séparé de lui et on le conçoit un peu comme un champ de vision, mais dont on n'est pas sûr non plus, dans la mesure où on est justement enfermé dans un espace délimité. Mais je pense, c'est ça qui m'a surtout frappé, moi je pense que cet état de confinement, justement où le dedans est dehors, le dehors est dedans, cet état de confinement fait ressurgir, fait renaître cette idée justement de l'état des choses. C'est-à-dire c'est un retour à l'état des choses, un retour obligé, mais en même temps c'est comme si l'état des choses renaissait aussi, c'est une naissance quand même. C'est-à-dire une réapparition de l'état des choses à partir de cette confusion obligée entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire que alors là, ça va se compliquer ce que je raconte, mais disons, ça veut dire que pour moi, l'état des choses, c'est toujours déjà là, comme la nature est toujours déjà là avant nous, quoi. Bon, et cet état des choses, tout d'un coup, on serait non plus en face de lui, mais en même temps, on l'intérioriserait parce que justement, on est enfermé dans un espace. Et ça veut dire que cet état des choses, on pourrait le vivre, et c'est peut-être certaines personnes ont vécu ainsi, on pourrait le vivre justement comme quelque chose qui finalement nous rapproche de l'état de nature en quelque sorte. Et c'est possible que ce toujours déjà là de l'état des choses réapparaisse parce qu'il s'est produit la sensation absolument partagée d'un vide du territoire, d'un vide de l'espace, d'un vide du temps. Et ce vide, en fait, ce vide qu'on a pu ressentir, disons, je sais pas, par exemple Paris la nuit, il y a quelques personnes qui ont eu la chance de pouvoir se promener. Paris était redevenu comme un décor vide, sans personnage, sans action, sans rien. Mais à la campagne, en ce qui concerne la nature, c'était pareil, à tel point que on sait aussi, tout le monde l'a constaté ça, que les oiseaux sont revenus
avec plus de véhémence, et que finalement les bruits habituels, que ce soit à la campagne ou en ville, les bruits habituels se sont plus ou moins effacés, alors que des bruits de la nature, les bruits naturels, ces bruits-là ont commencé en quelque sorte à se faire entendre. Comme si finalement du vide naissait une sorte d'aperception acoustique, mais acoustique liée à des choses pour la plupart de la nature, quoi. Alors le vide tant de l'espace, du temps, etc. Dans cette période de confinement, ce vide qui a été une sensation très forte, en même temps nous a permis et permet de visualiser le temps, la temporalité. C'est-à-dire c'est comme si le temps était rendu visuel. Mais en même temps, ça nous met dans un état étourdissant, que le temps devienne une chose visuelle. Le temps, normalement, n'est pas forcément une chose visuelle. C'est une chose visuelle parce que, par exemple, dans la nature, il y a les saisons, etc. Il y a une visualité qui est liée habituellement, disons, à la chronologie. Par exemple, la succession des saisons, et puis à la chronologie même de la vie quotidienne. Mais là, je parle d'une visualisation du temps qui crée une confusion du temps. C'est-à-dire que la mémoire, le passé, le temps qui passe aussi, là, tous les jours, ont pu être portés par un mouvement de confusion. Parce que c'est comme si le temps se spatialisait en quelque sorte. Comme si le temps était devenu aussi quelque chose qui relève de l'espace dans lequel on vit, même si cet espace est extrêmement réduit. Et cette visualisation du temps, qui parfois nous fait penser quand même à la mort parce que c'est un temps qui n'a pas de... c'est pas l'éternité, c'est un temps qui passe, qui dure, un temps visualisé comme ça, mais on sait pas on finit par ne plus savoir dans quel sens il va,